Chers amis, on va commencer la réunion de ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Marion Bergigna. Oui. Serge Claverie. Présent. Marie-Ange Babert a donné procuration à Marion Bergigna. Jacques Choulet. Présent. Pierre Duprat. Jean-Marc Favier. Présent. Sophie Dupouille. Présent. Arnaud Fabre nous a précisé qu'il aurait quelques minutes de retard, mais il arrive. Elisabeth Brett a donné procuration à Serge Clavel. A donné procuration à Claire Duprat. Joanne Lavalère a donné procuration à Sophie Dupouille. Aurélie Lévesque a donné également procuration à Laurent Langlade. Bruno Lamaison. Présent. Sylvie Sauvignon. Présent. Émilie Bourguet a donné procuration à Serge Claverie. Christophe Priam. Présent. J'ai également la procuration d'Emmanuel Lacroix qui a donné procuration à Jean-Marc Fabier. Alain Lassalle. Présent. Laurent Langlade. Présent. Christelle Claire. Présent. Christophe Bergès a donné procuration à Serge Claverie. Marjorie Fautus a donné procuration. Déjà, la Brion. Pardon? Serge Labrie a déjà procuration à Émilie Bourguet. Je ne veux pas parler, mais Vous avez raison. Bien. Écoutez, on considérera que Émilie Bourguet est absente et n'a pas donné de procuration. Marjorie Fautus a donné procuration. À l'un d'entre vous. je vais les poser sur la table. Voilà. On va la retrouver. Je poursuis l'appel. Olivier Martinez. Présent. Nadine Pinchoret. André Lafargue. Présent. Alain Rambat. Jacqueline Cellier. Arnaud Fabre, présent. Je vais laisser retrouver la procuration. On va commencer l'ordre du jour. Le premier point à l'ordre du jour est la modification des tarifs du cinéma préalable. Vous voulez savoir ce qu'il y a. Excusez-moi. J'ai posé la procuration. Oui, Béatrice, on regarde. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas au boîte, c'est celle-ci. Monsieur Olivier Martinez. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal de la séance précédente? Oui, en vrai. Une remarque. Depuis le soir, j'espère. J'ai noté que je n'étais pas à la réunion, mais j'ai quand même revu le procès verbal. J'ai vu qu'il est question dans la délibération relative à l'approbation du projet scientifique et culturel du musée jacobin. Il est encore une question qui permettra d'être éligible au label Ville d'art et d'histoire. J'avais cru entendre ici que Saint-Cyr n'est plus éligible de par sa taille. Donc, peut-être faut-il mettre la formulation appropriée. Tu as raison, c'est pays d'art et d'histoire. Merci de cette remarque. Y a-t-il d'autres remarques? Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour, une modification des tarifs du cinéma. Qui correspond à des changements d'appellation
lié à l'association à laquelle on appartient, du cinéma Plein Cartable, et qui dépend du Centre national de la cinématographie. Un point à préciser là-dedans, c'est que nous créons un nouveau tarif, un tarif inférieur à tous les autres, à 2 €, dénommé maternelle et cinéma, et qui sera élargi également aux semaines spécifiques dédiées aux enfants. Y a-t-il des questions par rapport à ça? L'occasion pour nous d'informer le conseil municipal d'une initiative qui aura lieu la semaine précédant Noël. Peut-être que vous pouvez dire quelque chose qui a été préparé avec le CMJ. Le CMJ est en train de co-organiser avec l'association des commerçants Pro de Monstres un festival de dessin animé pour la jeunesse. Donc le tarif de la séance sera à 2 €. Il y aura 6 films de programmés du 18 au 23 décembre sur des horaires de 15 heures. Voilà, avec une inauguration du festival par les jeunes du CMJ le vendredi soir. C'est essentiellement des films de Disney qui sont donc revisités. Voilà. Donc il y a eu une trentaine de propositions faites par le cinéma. Et les enfants ont voté ensuite par rapport à la présentation du synopsis de chaque film. Donc l'idée, c'est on pourra, nous parents et nos enfants, aller redécouvrir les classiques que sont Mary Poppins, Les Aristochats, La Belle et le Clochard, Aladdin et d'autres. Et c'est un élément qui doit permettre de créer de l'attractivité dans les derniers jours avant Noël au cœur de ville de Saint-Sevé, inciter les gens à venir pour voir du cinéma et puis derrière, pourquoi pas, s'arrêter, faire des emplettes au marché de Noël. On va mettre au vote ce nouveau tarif, avec donc un tarif inférieur à ce qui existait jusqu'alors pour ces semaines dédiées aux enfants de 2 €. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des abstentions? Qui est pour? Je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, la taxe d'aménagement communal, avec la fixation de la valeur forfaitaire des aires de stationnement non closes et couvertes. On en a discuté à la commission finances. Je voudrais juste rappeler l'objet de cette fixation de la valeur forfaitaire des aires de stationnement. La taxe d'aménagement communal s'applique depuis plusieurs années sur Saint-Sevé. Nous proposons qu'elle puisse s'appliquer également sur les aires de stationnement public, de façon à permettre la création de nouveaux locaux commerciaux dans le cœur de ville, c'est-à-dire de permettre d'autoriser la transformation de garages ou d'habitations en locaux commerciaux. Il faut savoir qu'il est assorti à la possibilité de transformer des habitations ou des garages en locaux commerciaux, une obligation de place de stationnement privée. Et qu'en l'absence de capacité de créer des places de stationnement privées, parce que le bâti fait que toutes les maisons sont mitoyennes, nous ne pouvons pas délivrer le permis, sauf à autoriser dans ce permis l'utilisation de stationnement public. Et donc, nous sommes favorables à l'accueil d'investisseurs qui voudraient transformer certains des habitats vacants en locaux commerciaux. Et par conséquent, nous proposons une possibilité de mettre en place un droit à utiliser des stationnements publics en contrepartie d'une somme qui serait de 125 € par place de parking, une bonne fois pour toutes. Alors, je tiens à repréciser que ça ne s'applique pas aux locaux commerciaux existants, que ça ne s'applique pas au commerce existant, c'est pour les créations de nouveaux locaux commerciaux.
Et donc, nous vous proposons cette taxation. Y a-t-il des remarques? Les taxations, c'est un droit à partir. C'est un droit au parking. Oui, monsieur Martinez. Des demandes de précision, monsieur le maire. On parle notamment du calcul de 125 €, j'ai parfaitement compris. La taxe d'aménagement, donc, s'applique sur l'ensemble du territoire communal. Par contre, on explique que lors de la délivrance d'autorisation d'urbanisme, donc, le pétitionnaire pourra être amené, donc, dans les conditions que vous avez définies, à devoir payer cette taxe. Moi, j'ai une difficulté, c'est que les autorisations d'urbanisme, elles sont multiples. Il y a des déclarations préalables, il y a des permis de construire, il y a des permis d'aménager. Quid d'une personne qui habite en ville, qui dépose une déclaration préalable pour refaire des façades, de par le code de l'urbanisme, doit-elle payer malgré tout cette taxe? Non. Non. Ce n'est lié qu'à des locaux commerciaux qui seraient empêchés dans leur capacité à aménager un nouveau local commercial parce qu'ils n'ont pas suffisamment de places de parking privées. Et ce n'est exclusivement pour ce cas de figure-là. Bon, comment définissons-nous le nombre d'emplacements requis pour ce type de situation? C'est défini par les règles d'urbanisme en vigueur. On a par exemple un commerce qui est dans les tuyaux, pour lequel, vu la surface et le nombre d'accueils auxquels il ferait face, il y aurait besoin de 8 places de parking. C'est le dernier exemple en date que je peux vous citer. Alors, c'est un projet, il n'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout. En tous les cas, si on ne l'autorisait pas à pouvoir utiliser le domaine public, aujourd'hui, ce projet ne pourrait pas aboutir. Il se peut qu'il puisse y en avoir d'autres. Dans tous les cas, cette taxation, c'est aussi mettre sur un pied d'égalité ceux qui créent un parking privé par rapport à ceux qui ne peuvent pas le faire et qui, dès lors, utilisent le stationnement collectif, mais qui, en contrepartie, payent une petite cotisation forfaitaire, une bonne fois pour toutes, lors de l'aménagement du local. C'est en fonction de la superficie, en particulier, du commerce. J'ai une autre question. Oui. L'imputation sur la section d'investissement, c'est donc une retraite affectée, je suppose. Je n'ai pas très bien saisi. On prélève 125 € pour compenser l'incapacité du pétitionnaire à créer lui-même, sur son terrain d'assiette, des places de stationnement. Oui. On lui donne un droit d'usage sur le domaine public. Cet argent que nous allons percevoir, même si les sommes restent relativement modiques, d'accord. Quelle est la conséquence pour la commune si on n'est pas capable de justifier que ces sommes vont bien servir à ce que vous avez dit tout à l'heure? Le pétitionnaire est en droit d'exiger que si on lui prélève une taxe affectée, il faut qu'on soit en capacité de lui dire qu'on a bien utilisé cet argent pour la raison pour laquelle on lui a prélevé. Mais peut-être pas partie de la commission d'urbanisme, mais ceux qui en font partie savent très bien que dans le PLU qui est en préparation, on est en train d'identifier des emplacements réservés à proximité du centre-ville qui ont vocation à accueillir une création nouvelle de parking. On est bien conscient que les 240 logements vacants qu'on a dans le cœur de la cité, s'ils doivent un jour, on le souhaite, pour une grande partie d'entre eux, devoir être réhabilités, accueillir des habitants nouveaux, c'est autant de voitures qu'il faudra bien stationner. Et que donc, d'une manière ou d'une autre, on sera amené à créer des places de parking complémentaires. Cette taxe, je souhaite qu'on ait beaucoup d'habitations dont le rez-de-chaussée soit transformé en locaux commerciaux. Ça sera toujours à la marge. Malgré tout, ça sera ce droit au parking, une cotisation supplémentaire qui viendra nous permettre de financer ces projets futurs. Par arriver, ça correspondra peut-être à un saut de parking. Oui. Oui, André. Moi, je voulais intervenir en fait, écouter les échanges techniques ou juridiques très intéressants. Bon, la question que je voulais soulever quand même, c'est une somme qui est modique, certes, j'ai bien compris la préoccupation de vous, c'est les commerçants qui vont occuper l'espace public. Alors moi, je suis ravi que des gens, que l'on voit
pétitionnaires à vouloir transformer des locaux d'habitation en commerce, est-ce que c'est un bon signe que l'on donne à ces commerçants, à ces candidats commerçants, de leur faire payer cette taxe? Je sais bien qu'ils vont occuper l'espace public. Est-ce qu'on n'avait pas l'occasion, là, de la commune, de montrer notre bonne volonté de les accueillir, ces commerçants, ces commerces nouveaux, en se dispensant de cette taxe-là? La somme fut-elle modique? Parce que ça va donner quoi dans le budget de la ville? On ne le fait pas pour gagner de l'argent. Ben, D'ailleurs, on a une somme modique. C'est pour On ça. n'est Par pas contre, obligé de si- l'appliquer, si- mais même si elle est Je votée, voudrais- on n'est pas obligé de l'appliquer. Si je ne fais pas cette taxe, je ne peux pas leur délivrer le permis. Parce qu'on a des projets où il n'y a pas de possibilité de création de parking privé. Si je ne mets pas en œuvre ce dispositif, je ne peux pas leur délivrer le permis. Donc, c'est un dispositif qui est là pour permettre à des investisseurs qui veulent créer leur local commercial, qui a de surcroît, en l'occurrence sur ceux qu'on a dans les tuyaux, des gens qui vont exercer l'activité commerciale dedans, de leur permettre de rester en cœur de ville et de pouvoir aménager en cœur de ville. Non, mais je comprends bien. Parce que c'est beaucoup plus compliqué en cœur de ville d'avoir des parkings privés que dans les alentours, bien entendu. Tout à fait. Donc, Mais c'est compliqué d'avoir les commerces aussi en centre-ville. Donc, Ah, mais c'est pour ça, si on pouvait. Alors, Je ne sais pas si j'entends la contrainte qu'il peut y avoir juridique par rapport à l'obtention du document d'urbanisme. Parce que les 125 €, je ne sais pas, alors, C'est quand même pas dissuasif, et d'autant. Non, mais c'est le. Non, mais je comprends votre inquiétude, et moi-même, je n'étais pas favorable de ce truc-là, et je m'en suis inquiétée, parce que j'ai dit, nos commerçants, ils ont suffisamment de charges, et là, si c'est pas la peine d'en rajouter. Et bon, on m'a dit aussi que c'était pas parce qu'on avait voté ça qu'on pouvait aussi appliquer, demander à la personne de financer. Effectivement, j'entends la démarche, ce n'est pas de faire de l'argent, pour prendre une expression consacrée. On peut tout à fait prendre la somme forfaitaire minimale à 2 000 €. Pourquoi avoir cherché à prendre 5 000 € auquel on applique le taux de 2,5 %? Alors là-dessus, on a fait ni plus ni moins que reprendre le montant des communes voisines. Et notamment, c'est Erres-sur-la-Dour qui a été une des premières communes dans les alentours à mettre en place ce dispositif. Sous M. Cabé. Sous M. Cabé d'ailleurs. Et il y avait 5 000 € là-bas. Non, mais on peut mettre moins, hein. Si vous voulez qu'on mette moins, on peut mettre moins. C'est pas... Alors là, on est tout à fait ouvert. C'est de 2 à 5 000 €. On met 5 000, vous nous expliquez, j'entends que c'est une condition nécessaire, ça fait partie de la liste des participations financières qu'on voit sur les CU opérationnels, et les CU informatiques également. Donc, pourquoi aller mettre la base 5 000? On peut très bien mettre la base à minima 2 000. 2 000 fois 2,5 ou 5 000 fois 2,5%. On ne va pas changer les équilibres fondamentaux de la commune. Monsieur Martinez, moi j'y suis ouvert. Je vous propose qu'on mette 2 000. poser les questions. Non, mais je vais finir. Je vous propose qu'on mette 2 000. Et je serais très honoré si nous avions une unanimité pour défendre ensemble les investisseurs qui veulent aller dans le commerce de centre-ville. Alain. La question que je voulais poser, c'est dans le cadre d'un dépôt de permis de construire, tous les types de commerce sont-ils tenus à cette contrainte ou est-ce limité à certains types de commerce? Ah non, ce n'est pour aucun commerce. Ce n'est que pour des habitations ou des garages qu'on transforme en locaux commerciaux. C'est-à-dire, les locaux commerciaux existants ne sont pas touchés. Donc ça restera à la marge. Par contre, je retiens... C'est valable aussi pour les professions libérales? Pour les créations de professions libérales. Je vous propose donc, moi, qu'on retienne 2 000 €. Non, mais tout à fait, monsieur le maire, on est d'accord. Le problème, c'est qu'on a un souci de rédaction, je ne veux pas faire de querelle de sémantique, mais il faut quand même bien expliciter dans la délibération l'objectif de la chose. Quand on lit la délibération, si on ne fait pas l'effort d'aller lire le code de l'urbanisme, on ne sait pas de quoi on parle, hormis les initiés autour de la table. Il est marqué nulle part, clairement, l'objectif, pourquoi, comment. Il faut un effort de rédaction, tout simplement. Ce n'est pas marqué. Il n'est pas marqué ce que vous avez présenté là. Moi, je pars du principe que le conseil municipal est le lieu d'information de l'ensemble de nos administrés. Je ne sais
c'est un lieu public. De surcroît, je suis ravi qu'il y ait des enregistrements qui permettent de faire connaître. En tous les cas, on est d'accord sur l'objectif, on est d'accord maintenant sur le taux, et je vous invite à ce qu'on passe au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Des gens qui sont pour? Je vous remercie. 2 minutes. Pour 2 minutes. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous pourrons gagner sur l'eau, l'assainissement, le matériel roulant. Et donc, c'est 8 700 € d'économie sur d'autres charges à caractère général qui nous permettront de faire face à cette mauvaise décision de la communauté des communes. D'autre part, nous, au travers de cette décision modificative, nous faisons passer en investissement les travaux en régie effectués par nos équipes. C'est un procédé qui reconnaît toute une série de travaux faits par la régie bâtiment, c'est-à-dire par les employés communaux, et qui va nous permettre au final de récupérer la TVA sur tous les achats correspondant à ces travaux. Il y en a pour 28 383 €. Ça concerne les travaux qui ont été faits à l'accueil de la mairie. Vous avez vu, on a fait tomber des cloisons. On a permis, au travers de ça, de récupérer des bureaux qui n'étaient plus trop utilisés et de faire un accueil cohérent. Et il y a 7 000 € de travaux à l'école maternelle où notre plombier a fait un travail remarquable, puisque cet été, il a repris toutes les chasses d'eau qui avant fuyaient en permanence et demandaient des interventions constantes. Et maintenant, au dernier conseil d'école, tout le monde se félicitait de ce travail qui a été entièrement refait par nos équipes. Y a-t-il par rapport à ça des questions? Je vais donc la soumettre au vote. Les gens qui sont contre, les gens qui s'abstiennent, les gens qui sont pour. Je voudrais juste faire deux commentaires par rapport à ça. C'est qu'on s'est aperçu que les années précédentes, la TVA n'était pas récupérée sur les travaux en régie, ce qui est quelque chose de pénalisant puisque légalement c'était possible. Donc, cette année, la TVA sera récupérée. Et d'autre part, c'était une pratique sous l'ancienne mandature à laquelle nous avons mis fin. Et deuxièmement, je tiens à rappeler à l'ensemble des Saint-Séverin que cette cotisation de 8 704 € supplémentaires de fonds de péréquation est due à vous, opposition, puisque si vous aviez voté dans l'intérêt de la commune, nous aurions pu nous opposer à cette application pénalisante, puisque nous avions avec 10 voix, la commune, une minorité de blocage. Je regrette que vous ayez pénalisé notre commune. Je vous rappelle, monsieur le maire, parce que vous n'avez pas trop l'esprit communautaire, que je défends l'intérêt de la commune également lorsque c'est la communauté de communes qui intervient dans des domaines de compétences qui profitent aux Saint-Séverin. Donc la solidarité que vous dénoncez, elle sert à la population locale. C'est pas de la solidarité, c'est de la pénaliser. C'est long, mais vous verrez, vous vous y habituerez. Vous avez pénalisé notre commune, là où la solidarité était fixée par la règle de droit. On maintient les finances de la Comcom qui intervient dans de nombreux domaines qui bénéficient à la population saint-séverin. Vous avez une vision très étriquée de la politique locale. C'est regrettable. Ce n'est malheureusement pas la seule décision. Ça a quand même pénalisé la commune. Vous avez pénalisé les Saint-Séverin. De 8 Toute l'éducation en matière communautaire. Quatrième sujet, mais je comprends que vous soyez mal à l'aise pour l'assumer. Ah, je suis très à l'aise. Création. Si l'année prochaine ce sujet revient, je ferai la même chose, monsieur Thauvin. Je ferai la même chose. On sait l'intérêt de vous porter à sa société. Création de postes en Un peu plus que vous, monsieur. Ah oui, un peu plus, sûrement. Ça soit tout de suite. Création de postes en... C'est vrai que je vois immédiatement. Création de postes en CAE pour le service scolaire. Madame Valérie Gabazi, qui est enseignante, qui était détachée de l'éducation nationale parce que son mari militaire, il y a là d'ailleurs une véritable injustice,
a été muté dans les Landes, et comme il n'y a pas d'harmonisation dans les couples entre souvent le mari militaire et l'épouse qui travaille à l'éducation nationale, il n'y a pas de correspondance de points pour lui permettre d'exercer son métier dans l'académie où son mari est muté. Et donc, Valérie, pendant 1 an et demi presque, a travaillé à la mise en place des TAP qui n'étaient pas mis en place jusqu'alors. Et elle a eu la joie de réintégrer l'éducation nationale au 2 novembre. Et donc, il nous faut, dans l'urgence, trouver un remplaçant. Nous avons identifié une dame qui a 29 ans, je crois, 28, qui est titulaire d'un BPGEPS, qui a donc une expérience et des qualifications pour travailler sur ce poste, et qui de surcroît est éligible à un CAE. Et donc, nous vous proposons la création de ce poste au tableau des effectifs, et par là même, comme l'organisation du personnel étant amené à faire de l'animation périscolaire à des TAP est quand même très lourde avec de multiples intervenants, nous pensons avoir la possibilité de remplacer des intervenants extérieurs par une animatrice TAP supplémentaire, ce qui nous permettrait à la fois de pouvoir compter sur quelqu'un régulièrement sur toute l'année, et au final, au travers du CAE, ça nous coûte également moins cher. Raison pour laquelle nous vous proposons, au travers de cette délibération, la création de 2 postes. Une personne qui arriverait la semaine prochaine pour remplacer Valérie Gavasi et prendre le poste d'adjoint aux affaires scolaires, sachant que Émilie Bourdil assumera la responsabilité de l'ensemble du pôle scolaire et périscolaire au centre de la commune. Et donc cette adjointe lui serait rattachée. Le 2e poste, pour le moment, on profite de la délibération pour l'ouvrir, mais nous n'avons pas de personne en vue à court terme. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Oui. Par rapport à l'organisation des services, j'ai bien entendu, on a beaucoup de mal à saisir un peu le jeu des chaises musicales au sein des services administratifs. Monsieur Saunier fait quoi désormais? Monsieur Saunier travaille 20 heures par semaine aux écoles. Nous l'avons conservé sur ce poste, bien que Émilie Bourdil, qui le remplaçait pendant qu'elle était en congé maternité, soit revenue. Dans ces 16 heures, dans ces 20 heures aux écoles, il y a 4 heures d'administratif, parce que Benoît Saunier est comptable de formation, et on s'est aperçu qu'il avait en la matière des compétences d'établissement de conventions, de calculs analytiques qui sont une chance pour notre commune. Et on lui a proposé un complément horaire pour faire du secrétariat d'urbanisme, puisque nous avions recruté un jeune chargé de mission urbanisme qui n'est pas resté durant cet été, et donc il est en train d'être formé à l'urbanisme. Et monsieur Chenaille, ancien instructeur à l'UTA d'Agenmo, intervient pour le former. Il a commencé d'ailleurs des formations, et sachant que la plupart des membres du service d'instruction du l'UTA d'Agenmo qu'a vécu pendant sa carrière à former M. Chenaille étaient des comptables. Donc vous nous annoncez que M. Saunier a vocation à remplacer M. Chenaille lorsque celui-ci quittera la collectivité. Je vous dis que M. Chenaille est en train de former à l'urbanisme M. Saunier.
la question de l'urbanisme est une question plus large, puisque la fusion des communautés de communes va nous amener, et la mise en place des PLUI, à réfléchir à une instruction, peut-être à réfléchir à l'échelle de la nouvelle communauté des communes. Et donc, je ne sais pas vous dire sur l'avenir comment tout ça va s'organiser. En tous les cas, aujourd'hui, M. Chenaille vient dans nos murs, à la fois pour traiter les dossiers complexes. Ce matin, on a la chance d'avoir des ressources là qui nous apportent énormément. Et c'est une grande chance pour Benoît Saunier de pouvoir être formé par quelqu'un qui a autant d'expérience que M. Chenaille. Il a un contrat à durée déterminée, M. Chenaille, ou il n'est pas bénévole? M. Chenaille a un contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de l'année. Et il répartit son temps de travail entre la formation de M. Saunier et l'instruction du droit des sols, de quelle manière? Là, vous me posez des questions, moi, qui me dépassent. C'est de la gestion en commun, c'est ce qui est fait chez les C'est quand même important compagnons. de le savoir, puisque M. Saunier reste en poste. Très bien, il n'y a aucun souci, je n'ai rien contre ce monsieur. Donc il faut quand même être en capacité d'expliquer qu'on augmente les charges de personnel, puisqu'au final, quand on fait l'addition, c'est la réalité. Donc il faut quand même nous justifier pourquoi. Pourquoi vous me parlez, monsieur Martineau? Les charges de personnel vont augmenter en matière d'urbanisme pour une simple et bonne raison, c'est que l'État a décrété qu'elle a arrêté de le faire pour le compte des communes de notre strate. Et qu'au 1er juillet, cet État que vous soutenez, puisqu'il est la même majorité politique que vous, a décrété qu'il transférait un coup de plus aux communes. Je dois même reconnaître, je m'en suis plaint auprès de Madame le Préfet, et je ne suis pas le seul maire. Ils nous ont appelé le 18 juin en nous disant on ferme, on déménage, voilà les dossiers. Ouais, c'était l'appel du 18 juin. C'était un appel. On a préféré Vous d'autres. comptez faire croire ça à qui? Pendant un an, on a préparé ce qui n'est pas un transfert, il faut le savoir, c'était la possibilité de nos collectivités de bénéficier d'un service gratuit. Ça n'a jamais été un transfert. On ne va pas faire de querelle technique sur ce sujet. Ah non, mais je constate une chose, on peut aller vous dans- embauchez on M. peut- Chenaille on- pour remplacer M. Mondin. M. Chenaille est censé satisfaire un besoin de travail quantifié. Travail quantitatif, qualitatif, parce que c'est un excellent agent, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf parce qu'il n'y ait plus d'activité d'urbanisme, il faut nécessairement lui augmenter son temps de travail, puisqu'il doit à la fois former quelqu'un qui, à terme, est peut-être censé le remplacer. Autrement dit, s'il a gardé le même temps de travail que lorsqu'il est arrivé, ça veut donc dire que s'il forme M. Saunier, tant mieux, c'est au détriment de l'instruction du droit des sols au niveau de Saint-Sauvé. Avons-nous du retard dans l'instruction du droit des sols? Mais on n'a pas de retard. Deux, à chaque fois qu'ils prennent un dossier en commun, Il n'y aura pas de retard. c'est une explication, une formation qui se fait sur le terrain, où ils prennent les dossiers ensemble, ils regardent, et M. Saunier est maintenant capable de faire en totale autonomie certaines choses, et M. Chenaille nous fait une instruction à une vitesse record, parce qu'il a une expérience. Je ne sais pas dans votre collectivité si vous faites exactement ça en matière d'urbanisme. En tout cas, là, on a vraiment un collaborateur qui va très vite et le fait très bien. Mais je reviens sur le transfert des coûts de l'État. Ce n'est pas un transfert. L'État nous avait annoncé qu'il transférerait le 1er juillet, ils l'ont fait le 12 juin, 18 juin. Ils nous ont laissé en plan les dossiers. On devait avoir le logiciel de l'État gratuit, c'était inscrit dans la loi. On a appris au mois de mai, fin mai, que nous n'avions plus la possibilité d'utiliser ce logiciel, l'ADS 2007. Et quand M. Lévis nous avait dit que sur les dossiers compliqués, les services de l'UTA continueraient à nous accompagner sur les mois de mise en œuvre, et il a été obligé de s'excuser en nous disant qu'il n'était plus en capacité de le faire. Donc, je vous confirme que l'ensemble des maires qui ont été soumis au même cas de figure ont trouvé ça totalement incorrect, et une fois de plus, c'est du transfert de coûts et du mépris de la part de ce gouvernement. Moi, je vois surtout de l'impréparation et de l'amateurisme. Tout était prévu. Les collectivités. De la majorité. Ah, de la majorité, d'accord. Oui, on est d'accord. Ne nous pas couper. Au nombre de collectivités, on fait ce Mais changement sans aucun souci. les services de l'État fonctionnent très bien. Je dois pouvoir dire que nous avons une recrudescence de demandes de certificats d'urbanisme, sûrement parce que le PLU est en train d'évoluer, et que nous sommes en capacité de répondre aux questions des gens, de les accueillir à la mairie,
et ils sont très heureux de la compétence qu'il y a en conseil qu'on peut apporter aux gens. Si vous avez des projets immobiliers, venez nous voir, vous le constaterez par vous-même. La vie personnelle ne vous regarde pas, monsieur le maire. Je vous le disais, on a beaucoup de projets à Ouéla, faites-le savoir autour de vous. Il y a un service sur l'urbanisme qui marche parfaitement. Ah bon, le contraire. Je n'aime pas les insinuations qui tendraient à laisser penser que nos agents ne sont pas compétents ou qui lanceraient à jeter un discrédit sur les équipes et sur l'organisation. Mais c'est un peu ce qui est sous-jacent. Former quelqu'un et assurer son service. C'est un peu ce qui est sous-jacent. Une question Et je légitime, n'aime monsieur pas le maire. qu'on puisse donner Si l'impression. vous auriez travaillé dans le privé, cher monsieur, vous sauriez qu'on a de nombreux stagiaires et en tant que tuteur de stage, on a le temps à la fois de faire son travail et de transférer des compétences à un stagiaire. C'est aussi comme ça que le travail doit se faire, c'est aussi le transfert des compétences. Enfin, je trouve ça un peu hallucinant, quoi. Mais c'est bizarre parce que ça ne correspond pas du tout à la 4e décision, quoi, de ce conseil municipal, quoi. Mais peut-être que parce que, au fond, ce n'est pas vraiment les écoles qui intéressent votre équipe, parce que quand vous avez mis en œuvre les TAP, on ne respectait pas la loi sur les niveaux d'encadrement à Saint-Sever. Vous n'avez pas voté le TAP, c'est encore pire. Non, je ne les ai pas votés. Je trouve que cette loi, Sous la forme. la manière dont est faite cette loi est encore un coût transféré par l'État à la charge des communes sans contrepartie de l'État. Et pour autant, moi je pense que l'école doit être une priorité. Et s'il y a bien un changement entre la dernière majorité et ce qui se fait aujourd'hui, qui est le plus manifeste, c'est celui-ci. Nous continuons à organiser une école de qualité à Saint-Sever en rupture avec ce qui se faisait avant. Et donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ces créations? On voit bien que pour vous, l'école n'est toujours pas une priorité. Des gens qui s'abstiennent, des gens qui sont pour. Je vous remercie. Nous ferons savoir qu'il n'y a pas besoin d'encadrement aux écoles. Ne soyez pas le seul porte-parole. Ah, mais Vous n'avez pas la capacité. Je souhaiterais rajouter quelque chose. On a mis en place un accueil périscolaire reconnu par la DDCSP. On a cette obligation d'avoir un adjoint responsable vie scolaire, tout simplement parce que l'on a un nombre d'enfants accueillis dans nos écoles qui permet, dont on a l'obligation d'avoir 2 directeurs. Si tout le monde avait voté contre, ce soir on pouvait fermer l'accueil périscolaire et les TAP. Donc voilà, je voulais simplement vous le dire. On l'a échappé belle. Merci monsieur Martin. on l'échappe souvent belle. Nous allons passer au 5e point. Qui concerne la création d'un poste de chargé de mission revitalisation foncière dans le cadre de la dynamisation économique et foncière et immobilière de la ville. Cette décision vous propose la mise en place d'un contrat d'apprentissage avec un profil d'apprenti assez particulier puisqu'il a 48 ans. C'est quelqu'un qui a été exercé dans les fonctions du commerce itinérant puisqu'il était VRP pendant 12 ans et qui, suite à un accident de la route, a une mobilité qui est fortement réduite et ce qui l'empêche au fond de retrouver du travail dans la fonction commerciale qui était la sienne jusqu'alors. Il a entamé une démarche de reconversion avec une formation de BTS sur des postes de développement d'animation des territoires ruraux, bref, pour intégrer la fonction publique territoriale. Il se trouve qu'au regard du profil qui est assez particulier, de quelqu'un d'expérience, ayant une expérience de commerce, au regard de son handicap, qui nous permettrait d'avoir entre 80 et voire même 100% de prise en charge. Il nous a paru opportun d'offrir une possibilité à cette personne de rebondir et d'avoir une première expérience dans la fonction publique territoriale avec un véritable challenge
qui est celui de vendre Saint-Sevé, sachant que nous avons des terrains constructibles à vendre, ça fait l'objet d'une délibération suivante, que nous avons en vue un écoquartier sur 12 hectares qui va être un projet d'aménagement très important visant à accueillir près de 400 habitants à Saint-Sevé, que sur ce projet-là, nous aurons aussi besoin d'une ressource pour promouvoir, accueillir des investisseurs, qu'ils soient des particuliers ou des promoteurs, et qu'enfin, nous espérons que le PLH puisse déboucher sur des outils d'aide à la rénovation de la vacance, notamment une OPH, qui pourrait venir compléter l'AVAP sur laquelle nous allons délibérer également, de telle façon que d'ici 2016, nous puissions offrir à tous les propriétaires du cœur de ville, au fond, les outils de défiscalisation et d'aide qui permettraient de rendre économiquement viables des projets de réhabilitation de Saint-Sevé. Et pour tous ces gens qui sont propriétaires à Saint-Sevé, cette personne pourrait aussi les accueillir pour leur donner de l'information, les dossiers de demande d'aide, ainsi de suite. Bref, c'est une démarche assez innovante que de recruter une personne pour s'occuper de la revitalisation foncière, pour à la fois offrir du conseil à tous les propriétaires qui voudraient investir, mais également aller chercher des investisseurs pour redynamiser Saint-Sevé sur le plan du logement et la rénovation de certains édifices qui sont vacants depuis des années. Y a-t-il par rapport à ça des questions? Oui, monsieur Martinez. On va voter sur cette délibération parce qu'évidemment, en matière d'apprentissage, c'est soit des filières à privilégier, donc on attend que la personne en plus à 48 ans ait une situation de handicap. Donc, je dirais que ça conforte la démarche et je pense que c'est une bonne chose. On a quelques interrogations sur le périmètre d'intervention de la personne, mais c'est surtout dans un souci d'éviter qu'elle s'ennuie. J'espère qu'elle va faire du travail et bien travailler. Enfin bon, l'écoquartier de Nothomb n'est pas sorti de terre. La VAP reste pour l'instant au stade de quelques délibérations. L'OPH, c'est la Comcom. Le plan façade, ça n'existe pas. Et on a du mal à comprendre ce qu'est un suivi de projet d'installation d'hôtel. Donc, sur le principe, pas de problème. Mais si on pouvait nous définir un peu plus précisément une mission. Je vous serais impatient. Ne vous inquiétez pas, ces projets vont voir le jour. Lotissement La Fontaine, il y a 3 logements. Il y a 3 lots, c'est-à-dire 2600 m². Si nous validons le prix en la matière qu'on a fixé, il y a pour 130 000 € à aller chercher. C'est pas si bien que ça. L'écoquartier Nothomb, nous espérons avoir un permis d'aménager courant 2016 qui permettra à partir de là d'aller commercialiser auprès ou de particuliers ou d'investisseurs. Quant à la VAP, on a accéléré les démarches. Nous espérons qu'elle soit votée d'ici, je dirais, la fin du premier semestre 2016. Et à partir de là, on aura déjà un outil de défiscalisation très fort. Nous avons adhéré à la Fondation du patrimoine qui pourra permettre à ces investisseurs propriétaires qui veulent faire des travaux dans les périmètres retenus dans la VAP, c'est-à-dire une grosse partie de la commune, mais d'avoir des exonérations fiscales complémentaires. Et je crois que le succès de ces dispositifs passe par une personne qui va expliquer, promouvoir, conseiller, et que c'est un service qu'on offre à la population de Saint-Sevé. Quant à l'hôtel, moi je n'ai pas l'habitude de parler de projets tant qu'ils ne sont pas dans les tuyaux exacts, mais sachez qu'il y a de l'intérêt sur cette question-là aussi. Y a-t-il d'autres questions? Bien, écoutez, on va passer au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie de cette unanimité.
Délégation donnée au maire sur les conseils de Madame d'Estrade. On vous propose des ajustements de cette délibération qui reprennent un point principal qui est le numéro 25. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il faut demander une délibération, une subvention, y compris si c'est pour savoir si on peut y compter vraiment dessus. Il nous est arrivé de faire des demandes de subvention. Vous savez que les règlements, c'est peut-être sujet à l'interprétation. On l'a demandé pour voir si on pouvait l'avoir et derrière on décide ou non de faire les travaux. C'est ce qui s'est passé sur les lanternes de la façade de la Vasselle dont on avait parlé la dernière fois. Il vous est proposé de me donner l'autorisation à faire des demandes de subvention pour gagner en temps et en simplicité. Il y a toute une série de précisions sur les obligations d'information qui n'étaient pas du tout intégrées à la relecture qu'a fait Madame d'Estrade dans la version du 14 avril 2014. Et donc, je crois que c'est une amélioration du respect de tous que de vous informer de toutes les décisions que je suis amené à prendre. Et il y a enfin une rédaction. Quel article celui-là? C'est dans le dispositif. Prend acte, que conformément à l'article 21-22-23, M. le maire rendra à chaque réunion du conseil municipal compte de l'exercice de cette délégation. Donc tout ça est rajouté. Et il y a une réécriture du troisième point qui reprend exactement celui du Code général des collectivités territoriales à la lettre. Le précédent listait toute une série de points, mais il suffisait qu'il y ait des points qui ne soient pas intégrés pour qu'ils ne soient pas intégrés dedans. Là, la formulation est plus large, et donc elle englobera l'ensemble de ce sujet-là. C'est quelque chose de technique. Je ne pense pas qu'il y ait nécessité de faire un grand débat là-dessus. Bientôt, on aura plus le conseil municipal. Il y aura peut-être un jour plus de communes. Vous envoyez le compte rendu des décisions, et puis Alors, par on contre, répondra par mail. Dès le prochain conseil municipal, on commencera chaque conseil municipal par le compte rendu exhaustif de toutes ces décisions. Je sais que ça ne s'est jamais fait dans le dernier mandat. On ne l'a pas fait non plus. Je vous ai informé des emprunts, pas systématiquement de toutes les décisions sur depuis le début du mandat. Ce n'était pas une pratique à Saint-Sevé. Je crois que dans le premier mandat de Jean Perdal, c'était le cas non plus. Madame d'Estrade m'a aidé là-dessus. Ça me paraît tout à fait légitime et vous aurez toutes les décisions. Est-ce qu'on aura connaissance de la liste de ces décisions avant le Conseil? Je ne sais pas vous répondre. En tous les cas, il y aura, puisque ça sera évoqué oralement, ça sera mentionné dans le procès verbal. Non, le texte dit que vous devez rendre compte à l'ouverture de la séance en début. Donc, ce qui est terrible, c'est que même si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'illégalité dans vos décisions. Il a raison, André, on va nous envoyer tout ça par la poste. moi, je Ah, mais c'est pour ça que personne ne le fait. Non, mais moi, je trouve que, malgré tout, moi, j'assume toutes les décisions que je prends. Elles sont, à mon sens, toutes liées à l'intérêt général et au service de l'amélioration du quotidien de nos concitoyens, c'est séverin, et que donc, je le ferai d'une manière exhaustive. De toute façon, elles seront annexées au verbal Tout à fait. suivant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? L'opposition amène à toutes les abstentions, des gens qui sont pour. Je vous remercie. Commercialisation, alors là c'est le premier travail de notre charge de mission. Pour être tout à fait honnête, non. Par contre, on a eu beaucoup de contacts de gens qui cherchent à construire sur le projet initial. Et dès qu'on annonçait le prix, ils nous disaient ah non, on renonce, les terrains étaient ou trop, à la fois trop petits et très chers. Donc,
dette du RHP. Non, non, sur le plan initial que vous aviez fait, ça venait beaucoup trop cher. Même l'installation du parking, la voirie et tout. C'est ça qui a amené les gens à refuser ces terrains-là. Et là, en ne faisant pas cette PVR, on leur donne un accès à 42 € le mètre carré à ces terrains. Et je pense que c'est pour les gens une bonne chose. Oui, disons que ce genre de projet initial, un projet, c'est plutôt densifié, c'est un accompagnement pour avoir une densification de l'habitat, quitte à construire en hauteur. Voilà, c'est pour ça qu'on ne s'interdit pas de le vendre en un seul lot pour faire une résidence, par exemple. Celui qui est là. Voilà. Oui, c'était. Oui, mais à quel prix? Le souci, c'est qu'on a rencontré des constructeurs à qui on voulait vendre les trois petits terrains qui se suivaient, parce qu'on imaginait bien que c'était pour de l'habitat mitoyen, mais ils trouvaient que le terrain était beaucoup trop cher pour faire la même maison à 120 000 € ou 100 000 € qui aurait été la cible sur ce type de petit terrain. Donc, ce terrain est bien dans le périmètre du lotissement, la fontaine, ou hors périmètre? pour moi, il est hors périmètre. C'est un lotissement à la fontaine 2. Oui. On a bougé séparé. Pardon pour moi, le cahier des charges du parce que si on fait une résidence, il y a le cahier des charges qui s'appliquerait, et je Non. pense que c'est interdit. Non. Moi, j'ai une question, j'avoue, je vais faire un peu de chiffres. Quand je vois le prix, c'est l'estimation des domaines, 38 € du mètre carré. Puis pour le vendre, c'est le vendre brut, c'est-à-dire avant viabilisation, sauf le collecteur qui passe, enfin les réseaux qui passent dans le rive, l'achat de ce terrain était quand même assez nettement en dessous de ces 38 €. Oui, mais Il a valorisé, il a valorisé. Hein, Il est pas en début, ça veut dire? ou alors il a valorisé l'estimation. il y aura les coûts, vu l'état du lotissement à la fontaine, des travaux à faire. Il y a en particulier une demande régulière, il n'y a pas de trottoir sur le chemin qui longe ce terrain, qui va jusqu'à l'ancienne gendarmerie, qui fait que la connexion avec la ville est quand même très dangereuse. Et donc on intégrerait, puisque c'est dans le lotissement-là, dans cette vente, l'amorce. Vous voyez, il doit y avoir une réelle plus-value à 38 €, du cas 42 €. Quoi, le plus grand fixé, par la commune doit réaliser une plus-value par rapport à l'achat. Mais tout à fait, on ferait une plus-value brute quelque part. Oui, oui, qui va nous permettre de faire les aménagements, une partie des aménagements qui sont nécessaires. Alors qu'en le vendant à 80 €, c'est-à-dire au-delà des prix du marché, avec le management tel qu'il était, il n'y avait aucune plus-value. Non, parce qu'il commençait par le contre. Donc, je crois qu'il y a une majorité pour le voter. Je ne suis pas très stressé. Mais... Ça a voté, je parle bien voter, moi. Alors, on va procéder. Généralement, je demande qui est contre en premier, mais y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui sont contre? Je ne pas la mettre dans mon point, c'est pas ça. Y a-t-il des gens qui sont contre? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Et bien donc c'est adopté à l'unanimité. Non, je suis le seul à bouger dans mon point. C'est donc que le choix que nous avons fait de modifier l'aménagement que vous aviez identifié vous paraît de bon sens. Je vous remercie de cette opposition constructive. Nous n'avons pas compris. Autant sur les écoles, je ne vous ai pas trouvé très constructif, mais là je vous trouve constructif, je vous remercie. Sur le plan de financement de l'opération phase 2 de l'abbatiale, un point important, c'est que les études telles qu'elles avaient été faites ne concernaient que le chœur et les deux premières absidioles nord et sud. Et donc, les 2 tiers de l'édifice restent à étudier complètement. Et donc, l'abbatiale est un projet qui tient à cœur. Et au fond, nous pensons
que dans les années à venir, il y a un risque que les aides à la pierre, notamment de l'État de ses comptes, viennent à baisser. Et donc, on assume le choix d'avoir accéléré les travaux de cet édifice, qu'il soit fini le plus vite possible. Donc, nous vous soumettons le plan de financement de la phase 2. Et si tout se déroule comme prévu, nous devrions gagner 2 ans par rapport au calendrier initial. Jean-Marc peut peut-être en dire plus. J'aimerais faire une petite mise au point. Avant de parler de ça, je voudrais faire une petite mise au point, puisque je suis en charge du patrimoine, sur un article qui est paru dans un blog d'opposition. Et l'article d'ailleurs, pour moi, peu constructif, notamment sur une opération qu'on a menée qui s'appelle Transformer mon patrimoine. Je veux d'abord dire que je n'ai pas besoin, que nous n'avons pas besoin que le maire nous dicte des actions. Les actions sont faites en comité patrimoine. C'est une proposition que j'ai faite, donc cette action en comité patrimoine. D'ailleurs, si les représentants de l'opposition étaient plus assidus à ce comité patrimoine, ils l'auraient su. Donc c'est une action que nous avons menée au niveau des Jacobins. Et alors dans cet article, on nous dit qu'on s'est senti bien seul, qu'on a avancé le chiffre de 0,28% de la population du canton, et plutôt que d'avancer ces chiffres, il aurait mieux fallu s'intéresser au travail accompli par ces bénévoles, une trentaine de personnes, et qui ont en une journée rempli 4 bennes d'objets hétéroclites. Et je dois dire que les Jacobins étaient un véritable dépotoir dans certaines parties, pas partout heureusement, mais notamment dans le grand escalier, au premier étage, et puis au-dessus des chambres froides. Et ce dépotoir, il a été accumulé au bout d'un certain nombre d'années, et c'est accumulé dans les années précédant notre arrivée. Alors le résultat, il est parlant, et je voudrais bien entendu remercier les bénévoles et leur donner rendez-vous sur d'autres chantiers, et notamment l'hôtel où vous êtes, qui pour certains l'ont vu et savent comment c'est, et également au niveau de l'abbatiale, au niveau du clocher, au niveau des chapelles hautes, où là aussi il y a un travail relativement important à faire. Également dans cet article, on nous parle de chiffrage et on avance des chiffres de 1 700 000 d'interventions sur l'abbaye bénédictine lors de la précédente mandature, de 2,5 millions de programmes soi-disant validés dans son financement. Ces chiffres sont, je dirais, pas tout à fait exacts. Ils ont une partie d'exactitude, mais en réalité, c'est leur utilisation qui n'est pas tout à fait exacte. Et d'ailleurs, ces chiffres ne parlent pas des Jacobins, puisque en l'espace de 12 ans, il y a eu 25 379 € exactement investis au niveau des Jacobins. C'est pour ça que nous avons toute la toiture à refaire et que la toiture représente déjà, rien qu'à elle, un investissement de 400 000 €. Ensuite, je voudrais que, plutôt que de parler d'investissement, je voudrais vous donner des chiffres dans lesquels, et puis il vous parle d'investissement, et puis dans lesquels les subventions, bien entendu, sont incluses. Moi, je voudrais vous parler de l'effort annuel de la commune de 2002 à 2013 en matière d'entretien des bâtiments classés. En matière d'entretien des bâtiments classés, eh bien, on s'aperçoit que si on divise par le nombre d'années, on est à un peu moins de 40 000 € par an si on ne compte pas les études, et on est à un peu moins de 50 000 € si on compte les études. Et je vous fais grâce donc des pourcentages
par rapport au budget de la commune. Et puis enfin, on nous parle d'un programme qui avait été un programme de travaux, je reprends l'article, un programme de travaux et de financement validé par les autorités administratives et partenaires financiers. Alors, je voudrais savoir pourquoi, puisque c'était validé, pourquoi le financement du conseil régional est passé de 25%. Souvenez-vous, il y avait un beau placard là, devant l'abbatiale où vous marquez que le conseil régional se subventionnait à hauteur de 25%. Eh bien, ce 25%, il est passé à 15%. Et en plus, avec une limitation de 400 000 € de travaux par an. Et cette affirmation, d'ailleurs, relève d'une méconnaissance importante des dossiers de leur montage, puisque les travaux de l'abbatiale étaient prévus en 3 phases, et qu'il y avait une seule phase de validée, mais uniquement validée par le fonds de financement, puisque vous savez comme nous que nous avons fait au fur et à mesure de l'évolution des travaux, des demandes de subvention en fonction des tranches. Et que la deuxième phase dont nous allons parler, en réalité, ce n'était pas une phase, mais c'était 2 phases. Donc, ces deux phases pensées au départ, on va dire, ces 2 phases pensées au départ, c'était d'une part la nef, d'autre part les bas-côtés, et que pour pouvoir, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, pour pouvoir être sûr de l'accord de la DRAC sur ces travaux, non pas sur la totalité du financement, mais au moins sur les travaux, eh bien, nous avons pris le parti de faire ces 2 phases en une seule phase, ce qui nous permettra d'accélérer les travaux et de pouvoir terminer les travaux, je dirais, début ou mi-2018, on va dire mi-2018 pour être tranquille. Voilà la petite mise au point que je tenais à faire. Alors sur la délibération elle-même, lors du dernier conseil municipal, nous avions entériné le choix du cabinet Stéphane Douin, bien entendu, puisque c'est lui qui s'était occupé de notre première phase, donc c'est lui qui va s'occuper de cette deuxième phase. La maîtrise d'œuvre totale a un coût donc de 102 600 € TTC, et pour le budget 2015, l'imputation sera de 56 430 € TTC. Et bien entendu, il faut faire les demandes de subvention de 40% pour la DRAC, 15% pour le conseil régional, 12 et 3% pour le conseil départemental. Et je tiens d'ailleurs à signaler que les subventions données par le conseil départemental, elles n'ont pas changé, elles sont toujours à 12,5%, et la participation de la commune sera de 24 688 € 13. Voilà. Bien. Est-il des commentaires, des questions? On va donc procéder au vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie de cette unanimité. Le non-rattachement des produits et des charges. Ceci fait écho à des points qui sont relevés par la Chambre régionale des comptes, qui est en train d'auditer les comptes de 2010 à 2014 de la commune. Le rapport définitif n'interviendra probablement qu'au mois de décembre ou de janvier, et à partir de là, il sera présenté devant le conseil municipal, mais dès à présent, il y a des points qui, à notre sens, méritent d'être corrigés. Il est notamment relevé par la Chambre régionale des comptes un point sur lequel nous nous étions élevés contre lorsqu'on est arrivé en responsabilité,
à savoir que année après année, des dépenses étaient reportées sur l'exercice suivant. Monsieur le maire, vous n'avez pas le droit de parler d'un rapport qui n'a pas fait l'objet d'une présentation en conseil municipal, qui n'a pas fait l'objet de toute la procédure contradictoire. Donc vous n'avez pas évoqué ce rapport qui, à ce jour, n'est pas terminé. Je vous fais... Ce rapport n'est pas terminé, vous ne pouvez pas invoquer ces éléments pour justifier cette délibération. C'est le code des juridictions financières, vous n'avez pas à le faire. Je vous redis que dans les considérants, tous les éléments vous n'avez pas le droit de le faire. Que je vous évoque de l'article sont écrits, mais faites les recours que vous voulez. Et on verra qui aura de ça. Et on verra qui aura raison. Et je vois déjà que vous êtes beaucoup moins affirmatif. Je redis ce que je vous ai dit. C'est que, année après année, vous avez progressivement décalé des dépenses systématiquement sur l'exercice suivant. Tant et si bien qu'en 2014, lorsqu'on est rentré en responsabilité, à fin mars, il y avait quasiment la moitié du budget qui était déjà consommé. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y avait toute une série d'engagements de 2013 et nous retrouvions dans les comptes des premiers mois de 2014. Nous voulons mettre fin à ces dérives et il nous faut donc affirmer que toute dépense ou tout produit supérieur à 200 €, dès lors qu'il est engagé, soit rattaché à l'exercice où il est mandaté. En 2011, tel que précisé dans le document, il y avait 54 000 €. Monsieur Tauzin, vous n'avez pas le droit d'invoquer ce rapport de la Chambre. Vous avez, je suppose, vous n'avez pas le droit d'invoquer ce rapport de la Chambre. Je comprends votre malaise, monsieur Martin. Mais c'est pas un malaise. Il faut respecter la loi. 54 000 €, 70 factures qu'on a décalées de 2010 toujours 2011. C'est sûrement des pratiques qui avaient eu lieu sous votre mandature aussi. Mais lorsque vous étiez déjà, je comprends votre que vous soyez mal à l'aise. Mais maintenant, si vous contestez les faits, contestez-les. On vous a donné les chiffres avec Jacques Joulet. 48% des dépenses de 2000 à fin avril 2014, 48% du budget était déjà dépensé. En 4 mois, vous aviez affirmé en 4 mois, vous aviez dépensé la moitié de la vérité, monsieur Tauzin. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Mais rassurez-vous. Monsieur Tauzin, vous ne pouvez pas évoquer ce rapport de la Chambre. Le rapport, nous en débattrons. Je suppose vous en débattez maintenant, vous n'avez pas eu connaissance. La démarche contradictoire n'est pas terminée. Vous n'avez pas évoqué ce rapport. Et on espère qu'on pourra débattre du rapport de la Cour des comptes, contrairement aux fameux audits nous attendons toujours. Qu'on attend toujours, qui a donné lieu à des déclarations dithyrambiques ici ou là. Alors, M. Fabier parlait de bloc d'opposition, de majorité, on ne va pas rentrer là-dedans, mais vivement que le rapport de la Cour des comptes soit sur la table, et j'appartenais à l'ancienne équipe, pardon, j'espère que ce rapport sera remis sur la table du conseil municipal, que là nous pourrons avancer pour vos arguments, mais que nous aussi nous aurons les nôtres. Voilà. Vivement que le rapport à la Cour des comptes soit là. Mais n'anticipons pas, je rejoins mon collègue Olivier Martinez sur ce débat-là. Là, c'est malhonnête de porter sur la table une partie du débat, alors que tout le monde n'a pas l'information. Je vous confirme l'information que vous aurez dans quelques semaines, à savoir que vous ne respectiez pas le rattachement des charges et des produits à l'exercice. Ça ne m'émeut pas. Avec ça, j'imagine bien, parce qu'en tant qu'adjoint en finance, tu as instrumentalisé ça pour tronquer les chiffres. Et j'assume tout à fait ce que je dis. Quand vous entendiez encore une fois que lorsque j'étais DGS, il y aurait eu des petits écarts en matière de comptabilité, j'espère que vous êtes en capacité de prouver ce que vous dites. Parce que ça commence à suffire, monsieur Tauzin. Je vous le répète, affirmer un mensonge de manière péremptoire 50 fois de suite, ça n'en fait pas une vérité. D'accord ? Vous frôlez la diffamation. Monsieur Martinez, vous frôlez la diffamation, monsieur Tauzin. Une bonne fois pour toutes. Je vous le répète, ce rapport n'est pas définitif. Vous n'avez pas à l'évoquer au sein de cette assemblée. Je vous en déplaise. Monsieur Martinez, soit. Par contre, je vous confirme, les yeux dans les yeux, qu'année après année, vous déplaciez les factures d'un exercice sur l'autre pour tronquer les chiffres. C'était vrai en 2011, en 2012, en 2013, en
début 2014, et malgré tout ça, vous nous rendiez toujours des chiffres qui n'étaient pas bons. À cette époque. Donc vous Nous mentez mettons vis-à-vis de fin- moi. Vous mentez vis-à-vis de moi. Je n'étais pas aux commandes administratives. Monsieur, votre... Vous avez parlé de moi, monsieur Cousin. Je vous l'ai dit, ne mettez pas en cause mon intégrité, parce que en la matière, vous n'avez pas de leçon à me donner. D'accord? Je n'avais aucune à recevoir de vous non plus. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous mettiez dans un tel état. Parce que vous ne respectez pas la loi. Je remarque. Un rapport de chambre, tant qu'il n'est pas définitif, et confidentiel. Mais je vous confirme. C'est la chambre confidentielle. Voilà. Merci, Madame Duprat. Ça dépend de quelle chambre. Le tout d'y être en bonne compagnie. Le tout d'y être en bonne compagnie. Nous mettons fin aux pratiques qui étaient les vôtres. Et donc, oui, il vaut mieux rire aujourd'hui ou rire pas demain. Nous fixons le seuil minimum de rattachement des charges des produits à 200 €. Et donc, nous mettons fin à vos dérives. Y a-t-il des gens qui sont contre ce rattachement? Contre. Oui. Contre les figures, on l'a dit. Et vous êtes donc conforme avec vos pratiques. C'est quoi ça? Ça veut dire que vous considérez qu'il faut continuer à ne pas rattacher les dépenses à l'exercice auquel elles ont été mandatées. Le chiffre, enfin, le nombre 50 000 correspond à quoi? Correspond à quoi? 54 000. Je ne peux pas l'évoquer parce que ça fait écho à un chiffre 54 000, de ça correspond à quoi? régional des comptes. 54 000 €. Donc, en moyenne, chaque année, il y a 54 000 € sur 70 factures qui n'étaient pas rattachées. Expliquez-moi. Ça, c'est en 2011. Ça a dérapé en 2014. Mais je ne voudrais pas On est d'accord. évoquer les chiffres de la Cour des comptes. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me rappeler le montant des dépenses de la section de fonctionnement à cette époque? Non, vous êtes fort. Voilà. Non, mais parce qu'il faut remettre à sa juste proportion les choses. C'est tout. J'en reste là. L'exercice est magnifique. Mais je vous confirme qu'en 2014, Même si c'est un pourcentage, après, c'est pas légal, c'est pas bien. C'est tout. Comme il n'est pas légal d'évoquer un rapport de la Chambre qui n'est pas définitif. On n'en parle plus. Ne jetez pas vos papiers, restez calme, restez calme. donc on va finir le vote. C'est pas vous qui avez d'autres. Vous votez. C'est marrant parce que à chaque fois qu'on le compte, il dit restez calme. Monsieur Martinez, nous allons donc finir le vote. Qui vote pour? Je remercie ceux qui votent pour parce qu'ils mettent notre commune en conformité avec le Code général des collectivités et donc la loi. Et pas le code des juridictions financières. je m'assure, je constate que vous continuez par ce vote contre à corroborer les pratiques financières qui étaient les vôtres sous la mandature précédente. L'admission en non-valeur. C'est répréhensible pénalement, civilement. L'admission, parce que je ne vous ai pas donné la parole. Je vous ai pas donné la parole, monsieur Martinez. Je vous demande de lever la main pour la demander. Décision modificative numéro 1. Nous avons aussi des admissions en non-valeur au budget de l'eau. Sur les exercices 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, nous avons pour 23 006 € de sommes irrécouvrables, de factures pour lesquelles nous ne serons jamais réglés. Donc ça concerne 7 exercices, donc il y a un montant annuel de l'ordre de 3 à 4 000 € de factures irrécouvrables. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition. Nous ne pouvons que constater que tous les recours, monsieur le receveur, n'ont pas abondé. Informé sur les projets, sur les travaux. Il y en a eu une à fin septembre. Tu n'y étais pas, bizarrement. C'était pas l'ordre du jour.
Non, mais je sais bien, mais de toute façon, J'en ai parlé lors de la dernière commission scolaire. Ah oui, moi je parle des commissions. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais vous parlez pas Mais de entre vous. surcroît, André, tu as participé à la commission d'appel d'offres de mémoire pour Pérani. Pérani, oui. Non, mais c'est Donc, ça, tu on a connais- les infos, tu connais par cœur. on a les infos. Tu mais as je été veux pas associé faire- à la- c'est pas une polémique que je veux entretenir là, c'est simplement, je suis conseiller municipal, d'opposition, certes, c'est-à-dire que je ne représente qui tendait que j'ai jamais représenté quelque chose, je représente encore au moins aujourd'hui, j'en ai conscience, mais au moins on a un devoir d'information, on a quelques électeurs qui doivent rendre des comptes aussi. C'est ça, c'est avoir ce minimum de travail d'information, de concertation. Je ne vois pas ce que tu nous reproches sur ce dossier-là. Non, mais je profite de ce dossier, Puis c'est- je profite de ce dossier pour soulever le. Non, mais il y a eu, ce sujet a été évoqué en commission scolaire. Tu as participé à l'appel d'offres où il a C'est été. zéro bout, quand c'est fini. Et quant à la commission de travaux, elle s'est réunie en septembre. Moi, je pense qu'une commission de travaux doit se réunir tous les 2-3 mois. Et on aura une à venir. Oui, mais la dernière, elle a été, je crois, Dans les semaines à venir. On va peut-être mettre à. Je n'ai au jamais vote fait le monde de la délibération. commission, j'en confirme. Jacques. c'est clair, on a plus d'entretien à faire que de travaux, que de vrais travaux. Alors, c'est Oui, Jacques. Simplement une petite précision aussi, puisqu'on est en train de parler de commission. J'ai cru lire que la commission de finances ne se réunissait pratiquement pas. Je pense qu'il a été écrit que c'était réuni une fois, je crois. Et je voudrais simplement vous confirmer que je l'ai réuni 7 fois depuis le début de la mandature. Et donc, c'est vraiment extrêmement surpris de dire qu'elle ne se réunit qu'une seule fois. On parle de grosse commission. Si tout le monde n'y vient pas, voilà, simplement, Bien, après le coup de la chambre, nous allons voir la commission. Allez, tirons la chaise. Y a-t-il des gens qui votent contre cette demande de subvention qui répond au règlement d'intervention du Conseil d'État? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Tout le monde est pour, je vous remercie, monsieur le maire.